Chapitre 45. Le même jour, Dieu l'humanité transcendée prenait le pouvoir d'Europée et Asia en tant que stratomancien. Il tuait l'archange avec une déconcertante facilité et s'emparait d'un fragment qui n'existait plus, en théorie. Il détenait le magistère, seul individu à savoir où se trouvait son propre fragment. Enfin, son empire, tout entier, pouvait se tourner vers la recherche du troisième fragment possédé par une créature de la mystérieuse espèce Technome. Évidemment, on réécrivit un peu les circonstances de la mort de l'archange, dont la responsabilité fut attribuée au magistère emprisonné, tout en glorifiant le stratomancien et son nouvel homme fort, le chevalier Tilsa. Le premier panda avait fui les combats pour une destination inconnue. Il ne s'était pas encore manifesté depuis sa défaite. Nul n'osa contester son pouvoir au stratomancien qu'aucune magie ne pouvait atteindre. Il avait mis au rebut les deux créatures qui régnaient sur les continents, gagné une guerre contre les légions d'Asia, une gorgone et la multitude innombrable elle-même. Il restait enfin le seul à posséder une armée mécanique dont on encensait l'invincibilité qui, elle, n'était pas tout à fait véridique. Son stock de munitions avait fondu, mais il avait déjà entrepris de le reconstituer. Il détenait une belle collection de prisonniers dans la soute de sa forteresse, desquels il comptait prochainement obtenir de précieux renseignements. Sa main manquante le faisait horriblement souffrir, mais tout danger de gangrène était écarté par les médecins. Il avait hâte de quitter cette enveloppe charnelle et de rentrer dans son univers. De là, il réduirait à l'état de néant cette anomalie que représentait cet antévers. Seule inconnue à son équation, la fillette rousse. Elle continuait de le hanter. Le peuple des pierres sortit divisé des événements, définitivement. Désormais, une nouvelle faction des pierres désignait le stratomancien comme étant le véritable annihilateur. Ce dernier demeurait inaccessible, bien à l'abri au milieu de sa sphère de rationalité, revenu depuis à une taille plus modeste qu'elle l'avait été lors de l'explosion de sa bombe logique. Le doute planant sur Sélène n'avait pas été levé pour autant. On n'efface pas d'un trait des années de suspicion. Aux yeux des gardiens de l'antévers que constituait le peuple des pierres, elle restait une anomalie dont il convenait de se méfier. En outre, un de ses amis, un nain ayant survécu au génocide qu'ils avaient mis en œuvre, possédait un des dangereux fragments à sa ceinture. Une enquête établit toutefois que Sélène n'avait pas tué le grand monolithe. Sur ce point, fut-elle au moins blanchie. Pierre et ses partisans s'étaient sacrifiés. Pour mettre fin à la folie des siens, ils avaient commis l'irréparable. Ainsi les qualifiait-on tout autant de martyrs que de criminels. Le principal coup d'éclat de Pierre fut mené en dehors du champ de bataille, au moment où l'assaut des pierres débutait contre Sélène au sommet de la faille. Un petit groupe de ses sympathisants avait détruit sur ses ordres le mécanisme de rechargement des esprits du peuple des pierres. Le procédé, permettant de télécharger la conscience et la mémoire d'une pierre dans une autre, à tout moment, n'existait plus. Aucune des pierres mortes pendant les événements ne put donc se recharger ailleurs, et nul ne savait réparer le processus de rechargement. Pierre avait espéré ainsi dissuader ses congénères d'attaquer la fillette. Il est plus facile de se croire brave lorsqu'on est virtuellement immortel. Les pierres étaient désormais une espèce mortelle, qui plus est incapable de se reproduire. Ils avaient peur pour leur vie. C'était quelque chose de nouveau pour eux qui les paralysait. Pour l'heure, ils n'osaient plus s'engager dans des affrontements inconsidérés. Le magistère rageait. Les derniers feuillets du roman qu'il venait de finir avaient terminé en confetti dans un coin de sa cage. L'histoire n'était pas achevée. Il avait découvert avec colère qu'il y avait une suite, un tome 3 qu'il ne possédait pas. Il se consumait de haine contre l'auteur. Le destin avait fait se croiser les routes de Lupin et Anorine. À la première occasion qui s'était présentée, ils avaient échappé ensemble aux récupérateurs qui comptaient les vendre comme esclaves. Ils ne se trouvaient alors plus très loin du lieu de rendez-vous, au pied oriental de la grande pyramide de Cham, ainsi qu'en avait convenu le grand monolithe. Ici, ils devaient retrouver Sélène. Ils étaient les premiers arrivés. Lupin se mit donc à l'attendre avec Anorine, actuellement sous la forme d'un chat gris dénué de poils et absolument hideux. Il patienterait le temps qu'il faudrait. Gunshi et Zi demeuraient encore quelques centaines de milliers à avoir survécu à cette guerre. Lui contrôlait la moitié des morts vivants et elle contrôlait l'autre moitié. La multitude innombrable s'était réduite des 3/4. Cette créature multiple s'en voulait de ne pas être parvenue à tenir la promesse de libérer la Gorgone et l'ours Nandi. Gunshi en faisait une question d'honneur. Il avait échoué avec cette multitude. Il était elle. Ils ne redeviendraient pas ce qu'ils étaient avant d'avoir tenu parole.
Au moment où il pensait l'emporter lors de cette terrible bataille, la multitude s'était entièrement éteinte dans cette région. Il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Sentant la détresse de Gunshi, Zi eut soudain envie de le consoler. Elle s'imagina à poser ses lèvres sur les siennes pour abaisser son chagrin. Quelques centaines de milliers de morts vivants s'embrassèrent alors. L'esprit de Gunshi répondit par une étreinte. Quelques centaines de milliers de morts vivants s'étreignirent de concert. Et la multitude innombrable se laissa entraîner par les deux amants. Les êtres qui la composaient n'avaient pas éprouvé ce sentiment depuis tant de temps. Gunshi et Zi firent dans ce désert quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ils firent l'amour innombrable. À l'embouchure du fleuve séparant Asia de Cham, qui courait au fond de la faille noire, vivait une petite tribu d'orques nomades vivant de pillage et de rapines. À plusieurs lieues en aval de l'endroit où Sélène s'était retrouvée, acculée par la faction belliciste des pierres, l'un d'entre eux, un bambin, jouait seul sur la grève, avec un objet charrié par le flot. Sa mère l'avait chassé du village pour la semaine, irritée qu'il lui demande un câlin. Utz était un enfant orque, vieux de 5 ans, très différent de ses congénères. Il était devenu particulièrement sensible depuis un malheureux incident. Il en souffrait au milieu de ses pairs brutaux et agressifs. Les autres, au sein de sa horde, se moquaient souvent de lui. La canne à pêche qu'il avait trouvée était d'incroyable facture. Si l'hameçon s'était cassé net et qu'il n'en restait rien, la qualité du bois, la brillance et la solidité du fil l'impressionnèrent. Du haut de son très jeune âge, il devinait que ce n'était pas une canne à pêche ordinaire. S'il voulait que sa mère tolère sa présence et ne le batte pas trop, il devait lui montrer qu'il pouvait être utile à la horde. Lorsqu'il aurait le droit de retourner au village, il offrirait l'objet au chaman. C'était donc ça le problème, Se dit Sélène, très lasse. Le grand monolithe avait émis une réserve en organisant le rendez-vous. Alors, ça dit quoi? Je te rappelle que la lecture me déclenche des diarrhées chiasseuses. Sélène ne répondit pas tout de suite. Ce nouvel échec venait compléter les autres dont elle avait petit à petit été informée. Elle avait échappé de justesse à la mort après avoir été injustement accusée d'avoir tué Papy Grain de Sable. Pierre était disparu, peut-être décédé. Stena était mutilée. Le prof et elle avaient été capturés par le vieil homme fou qu'elle avait fait entrer dans ce monde et qui dominait 2 continents désormais. Gunshi avait échoué à délivrer leurs amis malgré la puissance que lui conférait sa nouvelle apparence. Sélène se sentait très seule. Le garçon qu'elle aimait, Lupin. La canne à pêche prodigieuse était tombée au fond de la faille noire. Elle serait à jamais perdue. Elle tourna le dos à la stèle détériorée par le temps. Il n'y avait qu'une bonne nouvelle. « Je sais où est Anorine », dit Sélène. En train de se planquer comme une pucelle? Les explications de Sélène restèrent coincées dans sa gorge. Une vive amertume envers le sort qui s'acharnait sans cesse contre elle lui collait à la peau et était en train de devenir une armure. Elle bouillonnait d'un mélange de fureur et d'impuissance. Elle attrapa le couteau à son escarcelle et commença à se trancher les couettes. Mais qu'est-ce que tu branles? Fous la paix à ta touffe, elle t'a rien fait. Laisse-moi » cria-t-elle portée par une colère sincère. « C'est fini la petite fille sage !» Elle jeta les couettes au pied de la stèle. Le technome, les bras ballants, la regarda faire. Et c'est tout? Bonjour l'adolescence en crise. Je vois pas ce que tes couettes viennent foutre là-dedans. C'est symbolique ou un truc du genre? Je sais pas, j'en ai assez de faire que me défendre et de fuir. Explosa Sélène. Je suis plus une gamine. Maintenant, je vais utiliser mes pouvoirs pour attaquer. Ah ben ça, d'accord. C'est peut-être la moins grosse connerie que t'aies dite depuis que je te connais. Et t'en dis un paquet. Je la kiffe ta stratégie. Et t'as moins l'air d'une gogole sans tes couettes. Même si t'as sans doute fait ça à cause d'une sombre histoire de cycle menstru. Sélène se rua dans ses bras. Le faisant tomber sur les fesses, elle le serra. Fort. Ah, casse-toi! Tu sais que je déteste toute cette putain de proximité! Sélène se mit à pleurer. Oh, merde! Oh, ça recommence! Arrête de morver sur moi, bordel! Non? Bon ben, chiale un bon coup! Vas-y, vide tout ce que tu as! Tu mouilleras moins! Sélène se mit à hoqueter de sanglots de plus en plus bruyants. Oh, t'inquiète, ma poule! On va se trouver un plan, puis on va tous aller les enculer à sec! Tu me lâches maintenant? Elle le serra plus fort. Ah, fais chier!
Bon, ma daronne me gueulait une chanson quand je lui cassais les œufs. C'est une ode au meurtre et à la vengeance. Et tu vas voir, ça va te faire marrer. Et le tégnome se mit à gueuler, sans fausse note parce que sans note. Une histoire de meurtre multiple d'une cruauté sans nom. C'était tellement exagéré qu'au bout de quelques couplets, un sourire apparut sur le visage de Sélène. Ils s'éloignèrent de la stèle érigée au pied oriental de la grande pyramide de Chaham, sur laquelle quelques mots avaient été gravés. « Sélène, je suis avec Anorine. Nous sommes arrivés quelques siècles trop tôt. Franchir les maelstroms nous a fait remonter le temps. Nous partons trouver un moyen de revenir dans la bonne époque. Je t'aime, Lupin. » À suivre dans le tome 3, le retour du revenant. Il aurait peut-être fallu un temps plus long à la fin. C'est bon. Putain, le mec a mis sa bio, quoi. C'est pas moi, c'est l'éditeur. Ah. Pardon? Sans de bruit sur la table. Ah, c'est qui? Ah, ouais, mais on gardera pas ça. On gardera pas le à suivre dans le tome 3. C'était pour la blague. Je l'ai pas écrit. Bah Ouais, non, mais mais c'est normal, on fait n'importe quoi.